seront quatre. Enfin, il y aura 4 intervenants. J'excuse par avance Fabien Lombard qui arrive, mais il vient de la Drôme et son train a un petit peu de retard. Pour démarrer, je voudrais revenir sur quelques éléments d'hier. Alors d'abord, vous avez vu qu'on a vu une diversité de trajectoires, une diversité de projets agricoles, une diversité d'agriculteurs. On y a vu évidemment des éléments de convergence. D'abord, ce sont tous des projets de qualité, c'est-à-dire des qualités de projets personnels, des qualités dans les territoires, des qualités pour l'environnement, des qualités de projets eux-mêmes. Moi, je retiendrai deux, trois choses quand même pour lancer la matinée. D'abord, ce qui rejoint les exemples que l'on a vus hier, c'est une capacité à se réinterroger personnellement, se réinterroger personnellement, réinterroger son métier, réinterroger son activité, réinterroger surtout ses relations au territoire et ses relations aux autres parties prenantes du territoire. Et que pour ça, il y a finalement 2 leviers. D'abord, tous les exemples qu'on a vus partaient du principe que l'idée, c'était pas de bien faire son métier, c'était pas de mieux le faire, mais c'est de le faire autrement. Donc c'est une vraie logique d'innovation, c'est-à-dire se permettre de faire un pas de côté pour proposer autre chose. Ça, c'est la première chose qui, à mon avis, est convergent. Et la deuxième, ce qui est beaucoup apparu, y compris quand on parlait d'aspect technique, c'est que le levier, la clé, c'est évidemment l'ouverture aux autres, mais plus que l'ouverture aux autres, c'est des logiques de co-construction. On l'a vu avec des exemples divers, co-construction avec les consommateurs, co-construction avec les autres acteurs économiques, les collectivités locales, co-construction y compris même avec les organismes de recherche. La dame de l'INRA nous présentait combien le projet qu'elle avait mené en Martinique était né d'une co-construction avec les agriculteurs. Donc c'est logique de co-construction. Et ce levier est d'autant plus fort qu'effectivement il y a des gens qui s'engagent dans cette co-construction et que les règles du jeu puissent évoluer de concert, évidemment. Alors je sais que vous avez été frustrés probablement hier, parce que c'était des belles expériences, mais vous vous êtes certainement demandé, ça a l'air très vertueux, très intéressant, on a bien compris que ça réenchantait une certaine forme d'agriculture, mais néanmoins, il y avait une question qui était sous-jacente, qui était probablement dans vos têtes, c'est est-ce que c'est économiquement viable? Est-ce que ce pas de côté, c'est finalement très intéressant? On sent bien que les acteurs qui s'y engagent ont le sourire, mais est-ce que pour autant, il y a des modèles économiques derrière tout ça? Et donc, c'est l'objet de cette première table ronde, de se demander si le fait de s'engager sur des chemins un peu nouveaux peut également être créateur de valeur. Alors on le fera avec comme hier, pour montrer des exemples. On le fera avec 3 types d'initiatives de collectifs agricoles. Et puis nous verrons de l'autre côté de la barrière comment cette fois-ci des collectivités sont allées à la rencontre du monde agricole pour également créer des filières. Donc on s'interrogera sur 3 choses ce matin. La première, c'est évidemment la question du modèle économique et donc de la création de valeur. La deuxième, oui, c'est Régis qui nous rejoint. La deuxième, c'est quelque chose qui était sous-jacent hier, c'est est-ce que le fait de se relier ou de repenser sa relation au territoire et aux parties prenantes est un vecteur de création de valeur. Et la troisième, c'est peut-on conjuguer filière et territoire? Ça rejoint un petit peu l'interrogation que j'exposais hier en introduction. Souvent, on considère qu'il y a 2 modèles.
soit on est très performant dans ces filières et on abandonne un peu le territoire, soit à l'inverse, on est très bon dans la proximité, mais on est très fragile vis-à-vis des filières classiques. Or, on sait bien que les deux se combinent, et ça rejoint d'ailleurs une réflexion que nous disait Philippe Meurs, comment on fait coexister, cohabiter, et comment on est complémentaire dans ces deux façons de faire. Voilà. Alors, pour démarrer ce voyage à travers ces nouveaux modèles économiques, je vais d'abord passer la parole à Monette Abator. Donc, c'est un exemple qui a été rapidement évoqué hier, c'est un exemple martiniquais. C'est la question du marché paysan, ou finalement comment un petit collectif agricole, après avoir réinvesti l'agriculture dite traditionnelle, est allé à la rencontre de ses consommateurs et a créé une nouvelle façon de consommer et évidemment des nouveaux revenus associés. Voilà, donc le temps nous est un peu compté, donc je vous demanderai d'être courte mais précise. Voilà, merci. Alors bonjour à tous. Merci aux élus de la Martinique et même de la Martinique qui sont présents. Hein, ça montre l'intérêt que vous portez à ce type d'agriculture. D'autant que j'ai remarqué que vous êtes restés toute la journée et encore vous êtes revenus ce matin. Bonjour au public, à ceux qui sont là, aux autres présidents je n'ai pas les chambres d'agriculture d'outre-mer. Donc moi je suis Monette Abator. Donc je suis installée depuis 2006 sur la commune du Gros-Morne. Donc vous m'entendez? J'ai l'impression de... Oui, il me semble. Oui. Ça va. Donc je suis installée depuis 2006. Donc je suis la présidente de l'association dont on va parler tout à l'heure. Et donc depuis la dernière élection de chambre, je suis aussi troisième vice-présidente à la Chambre d'agriculture de la Martinique. Donc voilà, moi aujourd'hui je suis là pour parler du modèle marché que nous avons construit en 2000, l'année 2000, pour animer une foire. Pour animer une foire de Sainte-Marie. Et donc, on a eu l'idée de réunir quelques agriculteurs de la commune pour animer cette foire. Et nous sommes revenus des semaines après parce qu'on a vu que ça fonctionnait et donc, entre nous. Et donc, on a continué l'action. Au fur et à mesure des marchés, on s'est rendu compte que, il fallait fonctionner autrement, donc on s'est mis en caisse commune. Donc l'idée de la caisse commune, c'est ce qui fait notre particularité. Donc nous sommes depuis 2003 en caisse commune et donc nous fonctionnons comme cela. Et j'ai l'impression que les consommateurs et même les agriculteurs même de notre association trouvent leur intérêt dans cette manière de fonctionner. Donc, je me suis présentée, les intérêts et enjeux. Donc, une association à but non lucratif créée en 2000. Alors, nous sommes 35 adhérents. Nous avons une partie 60% d'agriculteurs et 40%. Donc, autour de nous, nous avons des personnes qui transforment les produits agricoles. Et nous avons aussi des artisans et des apiculteurs, des gens qui font aussi de l'aquaculture. Méthode traditionnelle pour certains producteurs. Donc, on a vu lors du tournage. Le tournage qui a été fait, c'était sur notre marché. Et donc, c'est une... vous avez vu comment ça fonctionne. Les exploitations sont sur à peu près 2-3 hectares au maximum.
Donc, ce sont des petites entités dans des pentes où la production ou la manière de produire, c'est à la main pratiquement pour tout le monde. Sur les surfaces, on essaye de mettre le plus de production donc pour déjà éviter l'enherbement et aussi éviter, profiter de chaque parcelle pour réussir à rentabiliser l'espace. Des marchés hebdomadaires. Donc, tous les samedis, nous sommes chaque samedi à Sainte-Marie. Je vous ai fait distribuer des plaquettes où il y a un petit peu le fonctionnement de notre marché. Donc, pour un volume total de 200 tonnes. Donc, les 200 tonnes, c'est 2013. C'est les chiffres de 2013. Donc, on n'a pas analysé les chiffres de 2014, mais il y a eu une évolution. Donc, par rapport aux actions que nous menons, parce que nous faisons beaucoup de marchés promotionnels lorsqu'il y a, comme nous sommes dans un pays plutôt où il y a des saisons, donc nous faisons des promotions lorsqu'il y a un produit en quantité et nous faisons voir aux consommateurs, voir aux consommateurs la manière de cuisiner, la manière de transformer et valoriser le produit qui est en grande quantité au moment de la promotion. Donc, oui. Donc, on a parlé de moi déjà. Alors, permettre aux producteurs d'écouler leur production au plus près de leur site et en direct aux consommateurs. Valoriser la production du Nord Atlantique et regrouper les producteurs. Donc, tout est dit. Hein. Donc, le samedi, nous échangeons, nous sommes là, nous accueillons le client, nous sommes là pour valoriser, pour faire la promotion des produits. Donc, on a eu beaucoup d'actions. Hein. On a une action sur le Camanioc qui nous a accompagnés par notre chambre d'agriculture qui a eu un grand succès l'année 2014, l'année dernière. Organiser de la vente à travers les marchés ponctuels fortes et impliquer implication de la municipalité. Alors, oui, chaque samedi, la place qu'on occupe nous est mise à disposition par la municipalité de la commune de Sainte-Marie et gracieusement avec l'eau et l'électricité pour pouvoir fonctionner convenablement. Les collectivités sont avec nous. Hein. Nous avons Cap Nord, le comité d'agglomération, c'est ça, du nord de la Martinique. Donc, on sent la volonté des politiques de nous accompagner. C'est vrai que c'est timide, c'est encore timide. On voudrait les voir plus impliqués, mais il y a quand même une reconnaissance du travail que nous faisons pour la production agricole. Structuration des marchés. Donc, la structuration se fait par nous-mêmes. Hein, nous sommes... alors, je n'ai pas expliqué comment c'est fait. Le matin, les produits arrivent par chacun des agriculteurs et pesés et remis à l'association comme une sorte de dépôt-vente. Et donc, à la fin des marchés, le produit est remis d'après les quantités restantes aux producteurs, d'après les quantités amenées aux producteurs. Et donc, le travail qui est fait par les collaborateurs. Ils sont acteurs, ils font le planning, c'est eux qui préparent, c'est eux qui
la veille, les semaines d'avant, prépare le marché et le matin installe. Et les fiches, tout ce qui est fait comme comptabilité, fiches, tout ça, toute l'administration, est fait par l'agriculteur. Donc c'est lui qui... Il est au sein de l'association, mais il participe à la vie de l'association. Donc, manifestations diverses et promotions, je vous expliquais tout à l'heure, de nos pratiques. Le MANA s'exporte sur les communes voisines. Pas beaucoup, on m'a posé la question tout à l'heure. Il y a une commune voisine qui nous invite de temps en temps, on y va, mais l'idée, ce serait de vulgariser cette forme de marché sur les autres communes, parce que nous sommes... on est beaucoup pris pour modèle par rapport à la traçabilité, à ce qu'on peut... à ce que nos chiffres soient visibles. Donc, on est beaucoup pris comme exemple, mais c'est vrai que le problème reste entier. Il faut vraiment la volonté et du courage de la part des agriculteurs pour être sur les exploitations. Je vous ai dit que ce sont des petites entreprises qui peuvent fonctionner comme ça. Et donc, pour être sur les exploitations et faire le travail qu'il y a autour de ce type de fonctionnement. Investissement dans du matériel et acquisition d'un bureau, lieu de stockage du matériel et de production. Donc, nous sommes en train, avec l'accompagnement de Cap Nord, j'ai dit, c'est des petites... et de la région Martinique, représentée par Madame Jean Théodule. Donc, oui, nous sommes accompagnés, mais peut-être, et bien sûr, de notre chambre d'agriculture, puisque nous avons, enfin, je suis élue de la chambre, et je sollicite assez souvent, je pense, Madame, elle doit se dire, Mme Bator, elle est toujours... Madame Joachim, je voudrais vraiment la remercier de nous supporter comme ça, puisque souvent on n'est pas au fait pour l'administration, on n'est pas toujours au courant et donc on a besoin et on les sollicite souvent pour tout et pour rien, donc on va vers eux pour nous accompagner. Donc, il y avait besoin d'accompagnement. Je reviens beaucoup dessus, mais c'est vraiment un besoin de la part de ce type de la part des agriculteurs de cette région-là. Planning de production proposé aux adhérents. Donc, tout ça, c'est fait par nous. Tenue d'un fichier de production pour chaque adhérent, déclaration de surface. Donc, on a un dossier, déclaration de surface. Donc, on a les analyses de chlordécone et puis tout ce qui concerne l'agriculteur. Je veux dire, les pièces d'identité, les déclarations avec ça et tout. Suivi technique par la Fredon et la Chambre. C'est la Fredon, c'est l'organisme qui fait les analyses de sol, et puis la Chambre. Provenance exclusive des produits de l'exploitation et traçabilité. Donc, oui, donc les adhérents, les priorités données aux adhérents par rapport à la production. Priorité donnée aux adhérents sur les produits de leur exploitation. Mais ça arrive aussi qu'on prenne des produits ailleurs. Quand on le fait, c'est au nom de l'association. Alors, la caisse commune, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est notre particularité. C'est le fait que le consommateur, quand il arrive, ne sait pas qu'il achète des mains ou des mains d'un tel ou un tel, alors qu'il est présent sur les étals. Donc, pas de concurrence entre les producteurs. Tarif unique pour chacun des produits. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas, toujours pareil, pas de concurrence. La mutualisation des moyens, équipement des marchés. Donc, voilà.
Donc, tout est mis en commun. Ça prend du temps. D'accord. La mutualisation des moyens, financement assuré par la participation financière des membres adhérents et des subventions ponctuelles des collectivités et autres sponsors. Donc, une participation de 10% est récupérée sur chaque chiffre d'affaires de nos adhérents pour permettre d'acheter pour le fonctionnement de l'association. Donc, vous voyez un peu en image comment ça fonctionne, la caisse commune, et puis nos fameuses dachines et patates douces. Et puis, à côté, nous avons aussi des horticulteurs, et puis voilà. Objectif, créer de la valeur ajoutée par l'innovation et augmenter la production. Réflexion en cours sur l'évolution des marchés et des exploitations agricoles, la valorisation différente des produits, installer durablement un marché agricole digne dans le Nord Atlantique, satisfaire une clientèle fidèle en lui proposant un manna revisité grâce à une image d'une production saine et de qualité dans un lieu agréable. C'est vrai que jusqu'à là, nous sommes sur des chapiteaux. Je suis bien contente que nos élus soient là en ce moment pour nous aider à améliorer l'image de notre marché. Nous essayons de faire autant que faire se peut la promotion du produit agricole. Il faut vraiment accompagner cette structure-là. Je crois qu'il y a un réel besoin, oui. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonjour. Fabien Lombard. Bonjour, vous arrivez à point nommé. Bienvenue. Je vais vous laisser arriver quand même. Alors, on avait démarré, monsieur, avec un exemple d'un groupement agricole en Martinique qui s'est pris en main et qui est allé à la rencontre des consommateurs en créant un marché. On s'interroge là aujourd'hui sur les modèles économiques un peu originaux peut-être, ou en tout cas nouveaux, qui permettent aux agriculteurs d'améliorer leurs revenus et de s'inscrire dans des dynamiques de création de valeur dans les territoires. Alors, l'idée, c'était de comparer également et de voir s'il y avait des convergences possibles entre des exemples outre-marins et des exemples métropolitains. Et donc, je vous passe tout de suite la parole. Vous êtes viticulteur dans le Diois, hein, dans la Drôme. Vous êtes président d'un syndicat d'exploitants. Et vous avez mis en valeur, alors cette fois-ci, un terroir. Hein. Là, c'est un peu différent. Hein. Madame était plutôt sur la logique de la création de valeur par la proximité. Là, vous, c'est la question du terroir, avec un ensemble de produits très typés. Et vous allez nous exposer comment vous avez fait de la survaleur, en quelque sorte, sur ces productions. Voilà. Donc, je vous laisse quelques minutes pour nous exposer votre cas. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Désolé d'être arrivé un petit peu en retard, mais voilà, on a pris le premier train pour la Drôme et il arrive malheureusement un petit peu avant 9h. Donc après le temps de courir dans le métro, on arrive. Donc effectivement, moi je suis donc à titre personnel vigneron, viticulteur dans la vallée de la Drôme. Donc là voilà, j'ai préparé un petit diaporama pour illustrer un petit peu mes propos. Donc on peut lancer la première slide où il y a le paysage peut-être. Voilà. Si on peut le mettre en diaporama, ce sera du coup plus visible. Juste diaporama en haut. Ouais, sur la diaporama. Et voilà. Et après, flèche du clavier. On peut revenir en arrière. Voilà, super.
Donc, j'exploite donc avec mon épouse une exploitation donc, viticole donc, de 16 hectares et on a à la fois la particularité d'être en cave particulière, donc de produire notre propre vin et également d'être en cave coopérative et donc là c'est la coopérative qui se charge de vinifier et de commercialiser notre production. Donc, et depuis 3 ans, je préside le syndicat de la Clairette de Die, comme Guillaume donc, l'a rappelé. Et donc à ce titre, je m'occupe de mettre en valeur ce territoire. Donc là, vous avez une photo de nos belles montagnes, puisque nous sommes donc, dans la Drôme. Donc sur le slide d'après, vous allez voir la France, bon, classiquement, la Drôme pour reprendre là où est situé le département. Encore plus en détail après. Donc vous avez un point sur la Drôme et nous nous situons sur la partie centrale, donc au niveau de la vallée de la Drôme. La Drôme, donc c'est cette rivière qui coule d'est en ouest et qui va se jeter dans le Rhône. Et nous sommes donc 31 communes que vous voyez ici sur la carte et nous produisons donc de la Clairette de Die. Alors peut-être que tout le monde ne connaît pas, nous c'est vrai qu'on a l'habitude de parler Clairette de Die, tout le monde a l'impression de connaître, mais c'est un vin blanc effervescent à partir du cépage muscat et du cépage clairette. Le cépage muscat étant majoritaire dans notre assemblage, même si ça s'appelle Clairette de Die. Donc c'est un vin effervescent qui est produit selon une méthode très particulière, la méthode ancestrale, que l'on retrouve seulement dans 4 autres appellations en France, donc dans le Limoux, dans le Gaillac et à Cerdon également dans la région Rhône-Alpes. Donc ce sont nos particularités donc, géographiques qui font que l'on peut produire ce vin. Là, vous voyez la Drôme, avec derrière les montagnes enneigées du Glandas. Donc, cette Drôme donc, nous permettait, à l'époque, il y a plus de 2000 ans, d'après la légende qui a été racontée par Pline l'Ancien, de produire un vin doux, naturellement doux, toute l'année, parce que justement, on utilisait le froid de la rivière pour produire notre vin. On mettait les jarres remplis de jus de raisin dans la rivière. Et petit à petit, le vin fermentant doucement, il conservait du sucre. Donc ça, c'est vraiment le rapport de la Drôme. Aujourd'hui, bien sûr, on ne plante plus les jarres ni les fûts dans la rivière. On utilise des caves thermorégulées. Mais voilà, l'esprit de la méthode, en tout cas, est resté le même. Donc, vous voyez ici plus en détail, donc, notre vignoble est un vignoble de montagne. On commence à peu près à 200 mètres d'altitude pour finir jusqu'autour de 700 mètres. 700 mètres d'altitude, pour nous, est une limite climatique pour la vigne. Là, vous avez donc des vendangeurs dans cette parcelle qui est accrochée sur les flancs des collines avec donc des marnes bleues que l'on devine par derrière, qui est vraiment le trait de notre terroir et qui donne des très bons muscats. Donc il y a encore quelques paysages voilà, derrière de vignes. Donc on voit bien que c'est un vignoble de montagne qui n'est pas forcément donc, très productif naturellement. Et il a fallu vraiment trouver donc, cette production qui s'inscrive dans notre territoire pour le valoriser. Parce que sinon, en montant dans le train, on parlait des rendements en blé. Nous, on est sur des très petits rendements en blé. On n'a pas trop d'autres cultures. Donc la vigne fait partie des cultures principales. On retrouve aussi l'élevage, avec l'élevage caprin, avec du fromage de chèvre et l'élevage ovin. Et on retrouve également les plantes aromatiques, médicinales et à parfum. Donc qui composent un petit peu la polyculture de notre vallée. Donc vignoble de montagne, vous voyez un peu de neige l'hiver. Et puis donc, qui se caractérise également par des cabanons. Donc ces cabanons qui sont très, très importants chez nous, puisque c'est là où les vignerons mettaient venaient se restaurer le midi quand ils travaillaient dans les vignes et où ils mettaient leurs animaux pour se reposer également des fortes chaleurs. Donc ce n'est pas des cabanons habités, c'est uniquement des cabanons de travail. Voilà. Donc encore un paysage ici. Et donc je vais en venir un petit peu aux caractéristiques aujourd'hui de notre Clairette de Die. Donc c'est 300 vignerons, donc ce sont des hommes, des femmes qui travaillent chaque jour les 1600 hectares de vignes. Aujourd'hui, vous avez vu, on est dans une 31 communes, on a un périmètre qui est très montagneux, donc on est limité en extension, en surface. Aujourd'hui, on ne peut pas aller au-delà de 3000 hectares. Donc on en est à peu près à la moitié, on a un potentiel de croissance, mais on sait qu'il est limité naturellement par les facteurs géographiques. Donc la caractéristique du vignoble, c'est d'être en grande partie lié à une cave coopérative de Die Chayance, donc qui représente pratiquement 70% du marché. Donc ça en fait une force, mais aussi une faiblesse, puisqu'on a du coup un opérateur qui est en position de monopole sur le secteur. Un petit peu de cave particulière, un petit peu de négoce. Une production donc d'à peine 100 000 hectos par an et une commercialisation de près de 12 millions de bouteilles. Donc nous avons un produit principal, Clairette de Die, qui représente 97% des ventes.
Et vous le trouvez au niveau donc, de la segmentation, une vente nationale qui est encore importante, 85%, et 15% donc à l'export, parce que nous progressons sur ce marché, mais pour l'instant, nous sommes liés à des ventes françaises. Ensuite, donc, j'ai voulu un petit peu retracer la partie donc, économique de notre vignoble, et nous, il me semblait vous présenter 3 indicateurs qui permettent de voir quelle est l'importance de la clairette. C'est-à-dire que les prix, le premier, c'est le prix des terres agricoles. Pour nous, c'est un indicateur qui est à double tranchant. Donc, les terres sont autour de 50 000 € aujourd'hui, une terre plantée de vigne. Ça a été beaucoup plus bas. Il y a encore une dizaine d'années, on était plutôt autour de 30 000. Donc, il y a un vrai engouement pour la viticulture. Ce qui fait que voilà, les vignes augmentent, mais par contre, c'est un problème pour les transmissions, et j'y reviendrai un peu plus loin. Mais pour l'instant, donc, le deuxième indicateur, c'est les installations en jeunes agriculteurs. On a beaucoup d'installations, qu'elles soient financées dans le cadre des dotations jeunes agriculteurs ou autres. Hein. Il y a aussi des installations directes. Et nous avons, nous, au syndicat de la Clairette, des autorisations pour produire de la vigne, et nous en réservons une partie importante aux jeunes agriculteurs, parce que nous pensons que c'est justement par là que va créer de la croissance dans les années futures. Donc le vignoble croît de 1 à 1,5% par an à aujourd'hui. Et puis, donc, dernier indicateur de performance, c'est le prix des bouteilles qui augmente régulièrement. On est aujourd'hui sur un tarif consommateur entre 6 et 10 €. Les fourchettes de prix vont jusqu'à une quinzaine d'euros pour les clairettes les plus chères. Donc ça, c'est un point important, parce que finalement, ce qui permet de développer un territoire, c'est quand même au final la vente de nos produits et donc les marges que l'on peut avoir sur notre secteur. Donc là, pour vous donner encore un paysage en été avec les montagnes. Et puis je terminerai mon propos donc, en vous présentant un diagnostic un peu stratégique. Donc j'ai voulu vous mettre ici, donc, avec à la fois les faiblesses et les forces de notre vignoble, et les menaces et les opportunités. Donc je m'arrêterai plutôt sur les forces et les opportunités, hein, si vous le voulez bien, parce que je vais mettre de côté ce qui est plutôt un frein à notre développement, pour vous montrer un petit peu dans ce tableau forces et opportunités ce qui finalement on va développer, et ce qui nous permettra demain d'avoir encore plus de valeur ajoutée dans notre territoire et de le faire vivre. Donc la force, c'est bien sûr, donc je vous l'ai dit, les jeunes agriculteurs. C'est d'avoir donc un vin qui finalement, dans le descriptif, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais c'est un vin qui est faiblement alcoolisé. On est autour de 7 ou 8% volume d'alcool. Alors c'est très différent peut-être de ce que vous avez pu consommer hier soir. Je crois qu'il y avait un cocktail. Mais voilà, donc nous on est plutôt sur une note faiblement alcoolisée, autour de 7-8%. Nous développons actuellement un nouveau vin, une clairette de Die qui sera rosée. Donc c'est quelque chose qui va sortir en 2015-2016. Donc c'est un nouveau produit, donc des relais de croissance. Et puis également nous avons donc la chance dans ce territoire d'avoir une proximité qui est importante, une entraide. Et finalement on se connaît tous, 300 vignerons, c'est une grande famille. Et donc, par exemple, donner un exemple de notre force, c'est qu'une entreprise a eu une difficulté en septembre dernier, et, par exemple, ne pouvait pas mettre en bouteille ses vins. Eh bien, c'est 2 autres entreprises qui ont pris les bouteilles et qui ont fait le travail à leur place. Donc, du coup, il y a une entraide même à l'échelle des entreprises et pas qu'à l'échelle des vignerons. Ensuite, donc, on a aussi des viticulteurs qui sont bien formés, des salariés qui sont bien formés. On a la chance d'avoir 2 centres de formation sur notre territoire. Et puis, vous l'avez vu sur les photos également, un environnement qui est très protégé. Et puis, la moitié du territoire est en forêt ou en massif montagneux. Donc ça, c'est pour nos forces, nos opportunités. Et c'est ce que l'on développe vraiment actuellement, c'est le no-tourisme. Aujourd'hui même, il y a une clarification au ministère là, sur la loi E20 qui doit se passer justement pour pouvoir communiquer sur le no-tourisme. Donc j'espère qu'on pourra aboutir, parce que nous, c'est vraiment la force aujourd'hui de notre vignoble, c'est de développer des routes des vins. Elle n'existait pas, donc elle va être mise en place dans quelques mois. C'est d'avoir des sites mobiles. Je vous invite à aller sur le site de la Clairette-2-10.mobi et vous verrez donc toutes les caves et toutes les routes des vins que l'on a pu mettre en place. Et puis nous travaillons avec les offices de tourisme pour faire du mois de la vigne. Et donc également, l'action de la Clairette n'est pas que de produire des bouteilles, mais on a aussi des actions de partenariat avec des festivals. Donc on en organise un, le Festival des Espiègleries, donc qui est lié à la fois de la culture, l'humour musical, mais également donc à la découverte de nos vins. Et puis il y a un festival à Révignes également, qui chaque année, en août, amène à la découverte des cabanons justement de vignes que l'on a vus et aux artistes. Voilà. Et dans nos perspectives, et j'en terminerai là, c'est de développer les marchés export, donc notamment USA et Chine, parce que vous avez vu 15%, c'est encore insuffisant pour commercialiser, donc toute notre croissance à venir. Le marché national étant maintenant saturé, on est présent dans 97% de la grande distribution, donc il faut aller chercher des relais de croissance un peu plus loin. Et donc juste le slide d'après, vous avez, et je vous invite à venir dans notre belle région
mais je pense que si tu peux passer au slide d'après. Voilà, je vous invite donc à aller aux 2 festivals qui sont créés ou donc portés par le syndicat de la Clairette, donc Festival à Rivigne et les Espiègleries. Merci beaucoup. Merci. Alors effectivement, très intéressant, parce qu'on voit, me semble-t-il, un double mouvement qui peut nous faire réfléchir, de la même manière que Madame Abator, hein, vous êtes dans une logique collective, hein, et la force 1 + 1 = 3 est bien connue. Vous avez mis en valeur un terroir, très clairement. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça ne vous empêche pas d'être à l'export. Voilà, hein, ce n'est pas uniquement la proximité qui va faire votre valeur ajoutée, c'est aussi les marchés les plus lointains. Puis le deuxième élément que je trouve intéressant dans votre parcours, c'est que vous êtes passé du terroir vers des notions de territoire plus larges. Le dernier slide le montre bien, c'est-à-dire que vous créez des synergies avec le territoire lui-même, hein, c'est-à-dire la mise en valeur d'un produit et puis l'inclusion dans des dynamiques plus larges de nos tourismes, etc., etc. Alors, ma question, elle est un peu la même que tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que c'est un modèle reproductible, ce type de bonne relation au territoire, si on n'a pas un produit typiquement marqué? Et puis, la deuxième, alors vous l'avez bien dit, c'est le partage de la valeur. Vous faites très attention à construire la valeur de demain en faisant venir des jeunes. Est-ce que c'est des politiques bien acceptées ou au contraire, il y a des dissensions internes pour retrouver, pour garder le plus de valeur sur son exploitation? Alors sur la reproductibilité, je pense effectivement que c'est toujours délicat de transposer un territoire dans un autre territoire. Nous, notre caractéristique, vous l'avez peut-être vu aussi sur les photos, c'est d'être entouré de montagnes, d'être dans une vallée. Donc c'est vrai que le fait d'être un vignoble de montagne, ça nous crée déjà une émulsion entre nous et une reconnaissance. Donc après, je pense que si on retrouve ces mêmes conditions de vallée préservée au milieu donc de montagnes avec des contraintes physiques, on peut effectivement reproduire cette entente. Maintenant, nous, on retrouve dans le milieu du vin, peut-être dans d'autres vignobles, des choses un peu similaires, mais chacun s'inspire effectivement de son propre passé pour écrire l'avenir. Donc c'est peut-être transposable, mais en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a écrit. Après, au niveau de la valeur ajoutée et que ce soit possible et compris par tous, je pense que oui. En fait, il y a à la fois des collectivités, à la fois des élus, à la fois des chambres d'agriculture également. Il y a cette vraie volonté de mettre tout le monde autour d'un projet commun et de développer dans tous les sens, je dirais, à la fois du local, puisque nous, on travaille beaucoup sur le no-tourisme, sur le local, sur les caveaux, sur l'accueil, et puis également d'aller sur l'export. Donc ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. On est vraiment sur une addition. En gros, on produit 12 millions de bouteilles, on sait qu'on ne pourra pas toutes les boire dans la vallée de la Drôme, sinon on serait d'alcooliques finis. Donc c'est vrai qu'on a depuis tout le temps cherché des débouchés, et au départ ils étaient nationaux avec la croissance. Il faut quand même expliquer l'historique de la Clairette. Dans les années 50, il y avait 300 hectares, aujourd'hui on a 1600. Donc il y a eu une croissance du vignoble qui s'est faite essentiellement avec la croissance de la grande distribution. Donc ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Souvent on voit la grande distribution comme un facteur qui va éteindre les exploitations au milieu agricole. Nous, la croissance est faite dans les 70 et 80 où il y avait parfois pratiquement 100 hectares de vignes qui étaient plantés chaque année, donc ce qui est important. Mais ça correspondait à la création des nouveaux magasins, en gros la grande distribution. Et il a fallu accompagner. Et aujourd'hui, on a fait, je dirais, le tour de ce marché, il est mature. On sait combien on peut vendre sur la grande distribution française, Belgique et les pays proches de la France. Et maintenant, effectivement, si on veut continuer nos développements et continuer à avoir des exploitations qui soient donc dynamiques et installer de plus en plus de jeunes agriculteurs, il faut aller sur des marchés un peu plus loin sans négliger le local. Donc c'est d'aller à tous les niveaux. Merci bien. Alors justement, à la fois pour vous contredire et pour vous compléter, je vais me tourner vers Dominique Olivier, qui dirige une coopérative agricole également dans le Lot, il va la présenter, ferme de Figeac. C'est la relation d'une coopérative à un territoire, mais sans produit de terroir. Et néanmoins,
la possibilité, y compris dans sa relation au territoire, de construire de nouveaux modèles économiques. Alors Dominique Olivier dirige cette coopérative depuis longtemps et il est également, je le cite parce que c'est quand même important, représentant dans le mouvement des entrepreneurs sociaux, hein, le MOUES, donc très investi dans les courants de l'économie sociale et solidaire. Donc Dominique, je te laisse la parole pour présenter Ferme de Figeac. Merci. Bonjour à tous. Alors je vais essayer en quelques minutes de présenter un peu notre histoire. On peut avancer. Donc petite coopérative, on va passer vite, qu'on appelait coopérative agricole au départ et qu'on appelle aujourd'hui coopérative agricole et de territoire, créée en 85, fusion de 2 petites coopératives cantonales comme il pouvait y avoir sur toute la France dans ces années-là. À cette époque, c'était 20 salariés. On peut passer. Alors, juste pour localiser, nord du Lot, territoire de Figeac. Si on prend un point central, c'est 15 km de rayon, donc toute petite coopérative. Hein. Coopérative d'approvisionnement au départ. Et un problème identitaire. À l'époque, on avait fait avec Sollicitisation, et aujourd'hui, pour nous, c'est fondateur, en 1994, un audit patrimonial. Et dans cet audit, on avait interrogé les gens des territoires qui disaient on n'est ni du Lot, ni du Cantal. On n'est ni de Midi-Pyrénées, ni d'Auvergne. Donc déjà, un problème de déficit d'identité. Et on a compris, mais tardivement, que les gens peuvent être acteurs que quand ils s'identifient à quelque part et à un territoire. Aujourd'hui, 20 ans après, ils sont du pays de Figeac. Et ça, pour nous, c'était assez fondateur ce qu'ils ont dit à l'audit patrimonial. Alors le territoire, c'est 80 000 hectares, dont 50% de forêt peu ou pas exploitée dans les pentes, zone de montagne, entre 250 et 700 mètres d'altitude et 650 éleveurs. Je dirais, on perd 30% d'adhérents tous les 10 ans. Ça nous a affolés, mais quand on était voir nos voisins de l'Aveyron, du Cantal, c'était pareil. Et quand on va en Bretagne, c'est plutôt 40%. Donc c'est sur toute la France. Je dirais aussi que moi, quand j'ai repris cette coopérative en 85, il y avait de la fraise, du tabac, du maïs semence, du porc, du lait, du veau sous la mer et de la viande. Aujourd'hui, il reste du lait relativement intensif et de la viande. C'est-à-dire toutes les productions à valeur ajoutée qui va valoriser des personnes sont parties. C'est les schémas d'agrandissement et d'extensification qui font que les agriculteurs qui restent maintiennent leurs revenus, il n'y a pas de souci. Hein. On est passé de 12 hectares en 85 à 80 hectares aujourd'hui à 120 dans 10 ans. Mais c'est des territoires qui perdent leur valeur ajoutée. Ceci dit, je retrouve ça un peu partout. Là, je passe rapidement. C'était pour vous faire voir l'histoire. D'un côté, on a mis la coopérative et le territoire. Car très rapidement, je m'arrêterai juste sur une chose. On avait fait un audit patrimonial en 1994 à la coopérative. En 2003, on a fait avec Coop de France un bilan sociétal. Et ce jour-là, on a interrogé des gens du territoire, des agriculteurs, des administrateurs. On s'est aperçu que les agriculteurs, c'était un territoire agricole. C'était un territoire agricole, un des plus de France. 9% de la population active agricole. 30% industrie, 63% dans les services. Les agriculteurs, terriblement minoritaires. Donc de toute façon, on a perdu dans le combat de la notoriété. 9%. Ailleurs sur la France, c'est plutôt 3%. Donc tout d'un coup, cette prise de conscience, et cette prise de conscience qu'il y a des clivages qui se passent, c'était en 2003, entre la société, les agriculteurs et des incompréhensions qui montent. Aujourd'hui, on peut appeler ça, je ne porte pas de jugement, ferme de Villevache, Notre-Dame-des-Landes, Sirvins, des débats pas forcément bien pris, mais aujourd'hui, des schismes qui se passent et des incompréhensions. Quand on regarde les dernières enquêtes Ipsos, elles se confirment. Donc ce jour-là, en 2003, nous, on a écrit le territoire doit devenir notre allié. On n'a pas de ressources sur le territoire. Alors, on était très, très malheureux, parce qu'on avait des copains à La Guiole, à Nyons, à Guérande, dans la Drôme, dans la Clairette de Die, et on s'est dit, nous, on n'a pas de produit. On n'a pas de produit identitaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a fait le pari, en disant c'est le territoire qui est notre bien commun. Donc, jouons sur ce bien commun. Je fais juste une parenthèse. Aujourd'hui, on termine une certification ISO 26000. Notre coopérative, on a été 9001, 14 000 pour l'environnement. On va les arrêter parce que c'est la 26000 qui est le développement durable, qui pour nous est fondateur de tout ce qu'on veut faire avec le territoire. Sur la partie de gauche, tout ce qu'on fait avec le territoire.
J'y reviendrai sur la GTEC, etc. Mais j'y reviendrai. On peut passer. Là, je passe rapidement. 2003, un bilan sociétal. 2008, on demande à nos amis de Solativisation quel avenir pour une coopérative agricole sur notre territoire. Et on a fait un travail de prospective, aidé en particulier par Guillaume, dans lequel on s'est dit quel avenir pour une coopérative en 2020. On a sorti 3 scénarios. Alors, on a travaillé avec des agriculteurs, des administrateurs, des salariés, mais aussi des élus du territoire. Et aussi, dans le groupe, il y avait aussi des habitants du territoire. 3 scénarios. Un scénario pris par le courant. En 2020, on sera à 350 agriculteurs. Il n'y a pas trop d'intérêt pour la coopérative. Elle fusionnera avec une autre, etc. Par contre, un mixage milieu urbain. Alors, juste, on a un territoire qui va très bien au niveau de l'emploi. On est à 5% de chômage. L'industrie se développe, en particulier l'industrie aéronautique. Donc, des gens qui vont travailler dans des entreprises qui se croisent très vite sur la mécanique de précision. On est au cœur de la mécanique vallée. Donc une dichotomie et un mitage sur le territoire non géré. Deuxième scénario, avis de tempête. Alors on sortait de la crise du blé 2007. Nos producteurs de porc sont un peu restés au tapis en 2008. On se dit, nos gouvernements, demain, ils ont peut-être intérêt à ce que l'alimentation, elle vienne, les porcs de Roumanie, le lait du Danemark ou de Hollande, mais qu'on nourrisse les Français le moins cher possible. Dans ces cas-là, on n'est pas un territoire compétitif sur ces productions-là, sur des prix mondiaux et des prix qui fluctuent. Dans nos prospectives, on avait mis le prix du pétrole, la réforme de la PAC, les débats à l'OMC. On avait fait toute une maquette. Et là, il reste 150 agriculteurs. Globalement, une centaine d'agriculteurs sur des fermes de 200 hectares, bovins, viande extensif, il n'y a plus de lait, et une cinquantaine d'agriculteurs sur des niches et circuits courts. Il n'y a pas de COP. Restent simplement les 2 choses qu'on a inventées. Une CUMA qui fait des services ruraux, parce qu'on a une CUMA dans la COP, et une niche sur les circuits courts qu'on a créée. Troisième scénario, changement de cap. On s'est dit, mais on veut produire des kilos de viande et des kilos de lait, est-ce que l'agriculture ne peut pas produire autre chose? Il y a du vent, il y a du soleil, il y a de la qualité de l'eau, il y a de la qualité de l'air, il y a des biens communs dont les agriculteurs sont responsables, est-ce qu'on ne peut pas travailler là-dessus? Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on a essayé de travailler, on se dit, on n'a pas d'avenir si on ne va pas vers ce changement de cap. Et là, à la fin de cette partie prospective, on a fait un plan 2008-2015 sur le changement de cap, et on a dit, le territoire ne doit pas devenir notre allié, le territoire c'est notre avenir. Et on a de plus en plus travaillé avec les élus, avec le territoire. On peut passer, ça je ne vais pas rentrer dedans. Donc, des initiatives à base territoriale, on a proposé des nouvelles prestations. Hein, on a créé une CUMA. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que nos CUMA locales ne pouvaient pas tout faire. Aujourd'hui, je donne juste un exemple. Certifito, très compliqué pour nos agriculteurs et tout. Donc aujourd'hui, on a un pulvé automoteur qui fait 3000 hectares et qui le fait pour compte des agriculteurs. On a démarré des filières bois. Aujourd'hui, on a rentré dans une filière bois énergie et avec les collectivités, on élague les bords de route, ce qui nous fait travailler des chauffeurs de CUMA l'hiver. On a mis une filière compostage. Après, on a construit des partenariats avec d'autres entreprises du territoire, parce que quand on avait fait nos analyses, on s'est aperçu que les artisans, les commerçants avaient le même problème que nous. Donc on a créé un club d'entreprise avec lequel on a fait entre autres un énorme travail de GTEC, gestion territoriale des emplois et des compétences. On a refait une prospective entre 2010 et 2014. On est persuadé qu'un territoire existera en 2030 s'il est capable de dégager de la valeur ajoutée. Pour dégager de la valeur ajoutée, il faut innover. Pour innover, il faut des compétences. Et on s'est dit à quelles conditions? Nous, tout seuls, agriculteurs, vous vous rendez compte, 9% de la population active, c'est rien. Donc, avec l'ensemble des acteurs du territoire, on a monté tout un plan sur la gestion de la compétence, qui va de la formation, etc. Alors, bien sûr, conserver des compétences et embaucher des compétences parce que c'est vecteur d'innovation. Je vous donnerai... Alors, ce qu'on a pu faire aussi avec le territoire, je vais vous dire des choses un petit peu folles. On s'est aperçu que sur le territoire, il y a un déficit demain parce que notre territoire embauche. Il faut faire venir des ingénieurs dans l'aéronautique. Il n'y a plus assez de places de crèche. Les élus
Ils disent, nous, on n'a plus de sous. Diminution des dotations des collectivités publiques, etc. Et bien avec le club d'entreprise, là, au mois de septembre, on pose les premières pierres d'une crèche qu'on crée à plusieurs entreprises. Aujourd'hui, on monte une conciergerie solidaire entre les entreprises. Nous, on va diffuser nos produits de circuit court dans les entreprises, mais aussi avec des gens qui sont de l'insertion, qui les diffusent. Mais aussi les gens qui viennent, comme dans les grandes agglomérations, les salariés qui aujourd'hui ont des horaires un peu compliqués, ils amènent leur linge à repasser le matin à l'entreprise, et c'est l'APEI, l'ESAT qui est handicapé. Le soir, le linge, il est prêt, etc. Donc, c'est tous des raisonnements qu'on fait. Aujourd'hui, on raisonne avec l'ensemble des acteurs du territoire sur un plan mobilité, covoiturage. Pourquoi ? Parce que sur nos territoires, si on veut qu'ils soient équilibrés, les gens en moyenne font 20 km pour aller travailler. 20 km multiplié par les retours, multiplié par 20, égale un tiers du SMIC. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? C'est-à-dire que la coopération, si on la voit que filière, on va droit dans le mur. Si on la voit filière et transversale, on a peut-être des choses à inventer et de l'emploi à créer. La crèche, aujourd'hui, c'est 20 emplois qu'on crée. Après, je donnerai 2 exemples. Un sur les circuits de proximité, on peut peut-être passer, et un sur les énergies renouvelables. Il y a 10 ans, on s'est dit, on a des magasins gamme vert. On a 5 magasins, comme beaucoup de coopératives françaises. Et on s'est dit, mais pourquoi, dans nos magasins où on vend de l'aliment pour les Canaries et un certain nombre de produits qui viennent d'Asie du Sud-Est, pourquoi on ne vendrait pas les produits de nos agriculteurs ? A priori, on est une coopérative, ça ne paraît pas idiot. Donc on a commencé par monter un petit rayon. Et là, vous voyez l'évolution. On avait un pari de faire 150 000 € en 2000, et cette année, on va passer les 5 millions. Ça nous a fait créer 26 emplois, et ça monte tout le temps. Une histoire qui s'est passée quand même, je m'arrête juste là-dessus. 2000, crise de la vache folle. Nos responsables syndicaux vont faire le tour de la grande distribution à Figeac, Leclerc, Intermarché, Carrefour. Pas une vache, pas un kilo de bovin vient de notre territoire. Donc leurs épouses achètent, eux, producteurs de bovins viande, de la viande qui ne vient pas de leur territoire. Ils nous ont dit qu'il faut faire une boucherie. Aujourd'hui, on en a 3. Et là, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a eu un réflexe territorial. C'est que les gens de Figeac viennent acheter des produits du territoire. Aujourd'hui, on estime qu'on représente 10% de la consommation de l'agglomération. Mais aujourd'hui, 10 ans après, Leclerc et Carrefour vendent de la viande locale. C'était un peu l'objectif. L'objectif, ce n'était pas de tout faire. Mais rapidement, on s'est dit, mais nous, producteurs, on dit qu'on a la meilleure qualité, on voit toutes les campagnes de communication, ok. Mais la qualité, ça se co-construit. Et on s'est dit, mais a priori, il y a les élus, il y a un pays, et on a monté avec le territoire, autour d'une thèse qu'on a fait avec l'INRA, tout un programme de gouvernance alimentaire territoriale. C'est-à-dire qu'on a remis autour de la table les consommateurs, les distributeurs, la restauration collective, les transformateurs, pour essayer de voir comment un territoire peut s'emparer de son alimentation. C'est-à-dire, souvent, à travers nos AOC, etc., on dit on est les meilleurs du monde. Mais pour nous, ça se co-construit avec les autres, l'objectif étant de passer de 10% de consommation locale à 25%. Donc, ça, bon, vous voyez une photo d'un magasin dans lequel on fait. Deuxième objet, les énergies renouvelables. Alors, on circule beaucoup, on voyage beaucoup. En 2006, on était à Fribourg. On avait vu à Fribourg ce qui se passait sur les énergies renouvelables. On était les premiers à Midi-Pyrénées. Sur un toit d'un magasin, on avait mis un toit solaire. Et puis en 2010, quand il y a eu l'opération pour le photovoltaïque, on s'est dit, tiens, on pourrait peut-être vendre des toits à quelques agriculteurs intéressés. Ça en aurait fait 3 ou 4. Ça n'avait pas de sens. Et donc, on a monté une coopérative de toits. C'est-à-dire que les agriculteurs nous ont loué les toits, une société qu'on a fait. On a tout mutualisé. Et on avance tout le temps, puisqu'aujourd'hui, on en refait une autre série. Aujourd'hui, on gère 350 toits, 8 hectares. C'est le plus gros projet français. C'est pas loin de 40 millions d'euros qui ont été investis. Mine de rien, pour des agriculteurs qui ont mis 1000 m², ça représente aujourd'hui environ 20 000 € de revenus nets par an. Ça aide à installer un jeune agriculteur, ça aide à faire un certain nombre de choses. Et puis, on s'est dit, mais on a mutualisé bien sûr les emprunts, on a mutualisé les revenus. C'est-à-dire, quel que soit le toit, parce que des années, il peut y avoir des pépins à gauche ou à droite, on mutualise les revenus au prorata du mètre carré.
Aujourd'hui, on a acquis un vrai savoir-faire. Tous les toits sont connectés sur nos services centraux. Donc aujourd'hui, on a embauché un ingénieur centralien pour suivre toutes ces problématiques-là. Là, on vient de embaucher des énergéticiens. Et en 2008, on avait dit, changeons de cap. On a du vent, on a du soleil, on a un certain nombre de choses. Et on trouve des nouvelles valeurs ajoutées qu'on peut produire sur le territoire. On vient de finir... et puis, la maintenance. Au départ, les banques nous disaient, on est d'accord de vous prêter, mais à une condition. Il faut qu'il y ait une maintenance qui soit garantie par des gens qui ont des savoir-faire à Toulouse. On s'est battu pendant un an, on a dit non, nous on le fera. Et nous on a embauché des gens, on le fait. Mais du coup, c'est des embauches qu'on a fait sur notre territoire, on a fait venir des gens. Et aujourd'hui, on a une réactivité. Parce que tous les toits sont connectés par Internet sur nos services centraux. Le matin à 7h, on relève. S'il y a 2 toits qui ont déclenché, on y va 2 heures après. Après, si on dépendait d'une société de Toulouse, si la production était bonne et qu'il n'y avait pas de casse, ils venaient 8 jours après. Mais on a des toits qui produisent 600 ou 700 euros par jour en période de pointe. Donc on a une réactivité. On est aujourd'hui à 108-110% de la production estimée au départ. Mais on a gagné de l'argent avec le photovoltaïque. Et puis un jour, on s'est aperçu qu'il y avait un développeur qui voulait monter un projet de ferme éolienne. Quand on a vu ça, on l'a appelé, on l'a dit, le vent est à nous. Donc ça, c'était en 2009. Et aujourd'hui, on vient de signer la fin du business plan. Et donc, il y a 7 éoliennes qui se montent pour 28 millions d'euros. Nous, on n'a plus de sous. Et on a pris 40% du capital de cette ferme éolienne. Mais on voulait que ça soit citoyen. Donc, on a fait appel à nos adhérents en disant ben, vous misez. Quelque part, on en est assez content parce qu'au 1er janvier, on s'est dit il faut aller chercher 1,5 million sur le territoire et demander à nos agriculteurs qui mettent 1,5 million sur la table. On s'est dit on n'y arrivera jamais. On a fait 30 réunions, on a réuni 2,4 millions en 3 mois, il a fallu arrêter. Donc aujourd'hui, on prend 40% du parc. C'est un placement garanti à 6% minimum sur 15 ans. Et à notre avis, il sera entre 8 et 10%. Si on ne le fait pas, ça se passe comment l'éolien? C'est des développeurs qui vendent des permis de construire et qui après les vendent, parce que c'est très cher, à des fonds, à des banques qui le font sur notre territoire. Et le vent est à nous. Donc nous, on a dit non, le vent est à nous. Après, on travaille en ce moment sur toute une filière bois, donc on vient de racheter une scierie, parce qu'on a 50% de bois, pour valoriser du bois local, parce qu'on s'est aperçu que les charpentiers et menuisiers du coin achetaient du bois qui venait d'Europe du Nord, et que nous, on lance toute une filière avec les déchets aux chaufferies. On est aussi sur des projets de méthanisation. Voilà, on peut peut-être passer. Donc, ce qui nous motive, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, des compétences pour innover, pour faire de la valeur ajoutée, pour avoir un territoire vivant. Hein, je répète, on peut passer. Ce que je dirais, c'est que ça demande de prendre en charge la gestion du bien commun. On en rediscutait avec Guillaume l'autre jour, il y a des biens publics, il y a des biens privés, il y a des biens communs. Il y a des choses où tout le monde est responsable et personne n'est responsable. Ensemble, on peut être co-acteurs. Et on parle toujours chez nous maintenant de co-construction. Je dirais les produits fermiers, j'en viens à dire que ce n'est pas important. J'en viens à dire que c'est un prétexte pour que des consommateurs et des producteurs discutent entre eux et qu'on élabore d'autres projets. Et je pense que l'innovation aujourd'hui, elle est au carrefour du vertical et du transversal. Et c'est ça qui, pour nous, est important. Voilà, on peut peut-être passer. Ouais, alors donc, les conditions nécessaires, ce que me demandait Guillaume, une ouverture aux autres, aux idées nouvelles. Donc c'est vrai que dans notre parcours, on a eu la chance de croiser un certain nombre de réseaux, dont Soletisation, donc un audit patrimonial, un bilan, tous les 4 ou 5 ans, un travail de réflexion par des experts extérieurs qui nous obligent à nous remettre en cause et des croisements avec des réseaux. Personnellement, je suis très impliqué dans le mouvement de l'économie sociale, je terminerai là-dessus. Ce qui nous amène de la réflexion et une remise en cause sur l'extérieur. Des lieux et des outils pour échanger avec ces parties prenantes. Un ami commun nous disait l'autre jour, le développement d'un territoire, il est directement proportionnel à la multiplication des lieux de parole sur le territoire. Donc on a créé plein de trucs, depuis le gris des éleveurs, où des groupes d'éleveurs vont faire les matchs de rugby, les comités des fêtes et de la viande, un groupe de femmes d'agriculteurs qui donnent des cours de cuisine à Figeac, des soirées débat de campagne, une randonnée de la COP, c'est la fête de la COP tous les ans,
Il y a 500 personnes qui viennent marcher de ferme en ferme, etc. Intégrer des nouvelles compétences, ça je l'ai redit. Aujourd'hui on travaille peut-être pour dans 5 ans, peut-être qu'on se trompe. On a un territoire qui peut être, avec le réchauffement climatique, avec plein d'atouts. Aujourd'hui on a un réseau d'expérimentation et un CASDAR et on travaille sur le crédit carbone. Comment nos fermes peuvent diminuer leur impact carbone et comment demain on peut faire financer. Demain, est-ce qu'on est capable de vendre du carbone? Je pense que là on est sur des sources intéressantes. Okay, et dernière chose, c'est laisser le temps à l'appropriation. Les projets, ils ne viennent pas du jour au lendemain. Nous, notre histoire, elle a 30 ans, parce que ce que je dis, vous l'entendez dans mes mots, vous l'entendez avec vos mots, et c'est par la multiplication des lieux de parole qu'il se passe un certain nombre de choses. Voilà. Alors, ça, c'est juste, à la fin de notre prospective, on avait écrit, je terminerai sur autre chose après, je vous laisse la lire, c'est la phrase. Tous nos projets sont liés à cette phrase qui est notre vision. Contribuer dans la durée au développement d'une agriculture gestionnaire du vivant, à haute valeur ajoutée, innovante et ouverte aux autres, pour promouvoir depuis notre territoire un développement durable au service de tous. Aujourd'hui, nos défis, c'est quoi? C'est transmission. Nos fermes, elles ne sont pas transmissibles, parce qu'aujourd'hui, elles représentent trop de capital. Le président de notre COP de France était chez nous à l'inauguration avec le commissaire européen il y a 2 ans. Il est de la Marne. Il nous disait nos fermes, il n'y a que des fonds chinois qui peuvent les racheter aujourd'hui, tellement elles représentent de capital. Démographiquement, on n'aura pas assez d'agriculteurs. Donc on est forcément dans la voie de l'agrandissement et de la diminution de la valeur ajoutée. Comment on peut faire pour entrer de nouveaux agriculteurs? Il y a des jeunes qui ont envie. Ils ne peuvent pas acheter le capital et en vivre. Donc on est en train de réfléchir avec tout un groupe sur des nouvelles formes sociétaires. On parle chez nous de méta-organisation, plusieurs agriculteurs dans une commune, mais on est en train de réfléchir avec les habitants du territoire à une coopérative foncière. Comment on peut mobiliser de l'argent du territoire pour mobiliser de la terre, pour réinstaller des jeunes qui veulent s'installer dans des fermes ou avec d'autres. Mais pour nous, c'est les défis de demain, quoi. Et dernière chose, je conclurai là-dessus, et c'est vrai que Guillaume est avec moi. On est dans un colloque qui parle, entre autres, d'environnement. Quand on a entendu parler de circuits courts, on s'est aperçu qu'il y avait 1200 AMAP qui se sont faits en France. On s'est dit, même si je me pose des questions sur la pérennité économique du système, on s'est dit c'est quand même un signe sociologique. Et les AMAP, ça vient du Japon. Donc on est parti au Japon. On fait ça un peu souvent. On est parti à une caserne au Japon, on avait invité Guillaume. Et le dernier jour, on est rentré dans une coopérative de consommateurs. Les Japonais, ils ont eu peur, parce qu'ils ont des enfants qui sont morts, empoisonnés avec du poisson, et après d'autres avec du lait. Donc les femmes dans les immeubles, elles ont créé des coopératives de consommateurs parce qu'elles voulaient savoir qui produit, comment il produit, et le payer assez cher pour qu'il soit durable. Le Japon est un pays de 120 millions d'habitants, aujourd'hui 25% d'alimentation en circuit court. Le dernier jour, on a rencontré le président. Alors, le deuxième jour, ils nous ont fait voir un jardin d'enfants. J'ai dit oui, quand les femmes ont fait les colis. Alors, cette coopérative de consommateurs, les agriculteurs atomisés. C'est les consommateurs qui ont pris le pouvoir. Hein. D'accord? Le deuxième jour, ils nous ont fait voir un jardin. Alors, cette petite coopérative, elle faisait 440 000 consommateurs. Je reviens d'un voyage l'année dernière en Californie où c'est en train de partir pareil. Hein. La Californie égale la France en PIB. Un réflexe sociétal qui est fondamental. Deuxième jour, on a vu un jardin d'enfants. Ils ont dit oui, quand les femmes sont mises à travailler, il fallait garder les enfants. Puis le quatrième jour, on a dû voir une maison de retraite. Ils ont dit oui, il n'y avait plus assez de maisons de retraite. Donc la coopérative, on a fait une maison de retraite. Puis le cinquième jour, un foyer d'SDF. Alors nous, on ne va pas au Japon tous les jours, donc tous les soirs, on préparait, parce que le dernier jour, on voyait le président. Et tous les soirs, on préparait un questionnaire pour poser des questions sur transmission de valeurs, sur quel partage entre l'agriculteur et le consommateur. Puis on a préparé 12 questions pour le président. Le président de la coopérative, qui est un monsieur qui était en train de créer une alliance, une coopérative sur toute l'Asie avec Corée, Pakistan, etc. On lui pose notre première question, 2 minutes de silence. Dites-moi la deuxième, 1 minute de silence. Là, on commençait à être pas bien. Posez-moi vos 12 questions. Silence. Puis il a dit, je ne répondrai pas à vos questions. Vous n'avez rien compris. Le système, il est planté. Seuls résisteront ceux qui seront capables de coopérer avec leurs voisins.
Et il nous a dit, vous les Européens, vous voulez régler toujours la relation homme-nature, régler la relation homme-homme, et la nature sera préservée. Merci Dominique. Bon, j'imagine que ça suscitera beaucoup de questions. Je vois l'heure avancer, donc je ne vais pas tout de suite rebondir. Je laisserai la salle poser les mêmes questions. Alors, on va faire un grand retournement. On va se retourner vers les collectivités locales. Parce que vous l'avez quand même compris, la bonne nouvelle quand même au travers de l'expérience de Dominique et de Ferme de Figeac, c'est qu'en fait, il n'y a pas de territoire sans avenir. Hein. On a tous du vent, du solaire et puis des idées. Voilà. Donc, je me retourne vers Jean-Charles Dionisi. Alors là, on n'est pas du tout, on quitte le monde agricole pour aller vers le monde des collectivités locales. Et ça rejoint ce que disait Dominique. Finalement, les consommateurs, je crois que Régis Dubourg nous a fait cette remarque tout à fait simple mais très forte, on mange 3 fois par jour. Et donc les consommateurs ont un mot à dire par rapport aux questions agricoles. Et là, c'est l'exemple dans un univers qui va aussi nous faire changer complètement d'horizon, puisqu'on va être dans l'Île-de-France, donc un univers très dense, loin du monde rural. Et donc l'expérience de collectivités locales au travers de leur restauration collective et le même mouvement d'ouverture vers le monde agricole. Donc je vous laisse la parole pour quelques minutes, puis n'hésitez pas à rebondir sur ce que vous avez entendu, bien sûr. Bonjour. Rebondir derrière ce qu'on vient d'entendre, c'est quand même un peu difficile. Et donc, je vous demande beaucoup d'indulgence parce que effectivement, dans votre assemblée de ce matin, on risque de me vivre comme une sorte de martien intrus, d'autant que l'Île-de-France, c'est même pire, c'est l'agglomération bien dense, puisque effectivement, je dirige un syndicat intercommunal pour la restauration collective, donc un établissement public de coopération intercommunale qui rassemble 16 communes, des communes à la porte de Paris, Aubervilliers, Ivry, et puis des communes un peu plus éloignées, en grande couronne, Compan. Compan, vous ne connaissez pas, sauf si vous prenez l'avion à Roissy. C'est juste au bout des pistes. C'est 800 habitants la nuit, 8000 le jour. Voilà. Et on est très fiers d'avoir des communes de cette dimension. C'est aussi Fos, c'est Marly dans le Val d'Oise. Donc on est en Île-de-France, un tissu urbain que vous pouvez imaginer de banlieue, avec ce que ça peut effrayer, mais ça peut rassurer aussi. La Seine-Saint-Denis aujourd'hui, puisque c'est le territoire de notre siège social, la Seine-Saint-Denis est un des départements les plus actifs au plan économique. Premier département de France en tourisme d'affaires. Ça surprend. Et pourtant, c'est ça. Voilà. Ça, je dis ça pour vous rassurer, parce que la Seine-Saint-Denis, ce n'est pas ce qu'on voit ou le souvenir qu'on en a d'événements de 2005, par exemple. C'est un territoire attachant parce que, effectivement, et là, premier lien avec ce qu'on a dit, ce qu'on a entendu depuis ce matin, des territoires où le lien est la réponse, sans doute, pour traiter un certain nombre de problématiques. Ces 16 communes, c'est une histoire singulière. En France, la restauration collective, et je vais essentiellement parler de la restauration scolaire et périscolaire, c'est plus de 90% de notre activité, mais c'est aussi la réalité, je dirais, des autres structures en régie directe, puisque 60% de la restauration scolaire est en régie directe, 60% en France, avec un mouvement qui est en train de se développer vers un retour à la régie municipale. C'est-à-dire qu'on sent, il y a un mouvement aussi, on parle de mouvement sociétal, mais on sent qu'il se passe quelque chose qui dépasse les approches idéologiques. Des villes comme Bordeaux, comme Nice, sont revenus à la régie municipale, et Bordeaux, par exemple, en syndicat intercommunal. On ne peut pas accuser les édiles locaux d'être des gens d'extrême gauche, par exemple. Hein.
dans ces villes. Donc on est sur quelque chose il y a un mouvement profond. Et ce mouvement, je citerai Jacques Pélissard, l'ancien président de l'Association des maires de France, qui, quand lui, en tant que maire dans sa ville, disait « J'ai conservé 2 choses en régie, l'eau et la restauration sociale, la restauration collective ». Donc, il se passe quelque chose. On a un phénomène assez proche de ce qu'on vit sur le retour d'une gestion publique, de l'eau en gestion publique. Alors, ce territoire, c'est quoi le point de départ? Pourquoi des communes se mettent en interco? Ce qui n'était pas évident en région parisienne et particulièrement en première couronne francilienne, parce que si du côté de Figeac, vous avez cherché votre identité, je peux vous dire que dans les villes de banlieue parisiennes, celles que j'ai citées, mais je peux en citer d'autres, Bobigny, Romainville, Tremblay-en-France, Champigny-sur-Marne, Lac-en-Brie, elles ont toutes de fortes identités. Et elles avaient, il y avait un campanilisme laïque, mais ancré. Ce qui fait que le mouvement de l'interco a mis du temps. Et là, curieusement, à la fin des années 80, quelque chose émerge, surprend, même surprenant. Bobigny et Champigny décident de créer ce syndicat intercommunal. Un événement, c'est sans doute le premier syndicat, vraisemblablement le premier syndicat en interco en France. Deuxième événement, une intercommunalité déjà supradépartementale, c'est-à-dire un pied en Seine-Saint-Denis, un pied dans le Val-de-Marne. La problématique de départ, elle est relativement simple. Dans les années 80, se met en place toute une réglementation qui vient à mettre l'accent sur la traçabilité, la marche en avant, HACCP, enfin tout ça nous fait écho. Hein. Et les collectivités qui ont des cuisines centrales. Bobigny reconstruit sa cuisine, a les moyens de le faire. Champigny ferme sa cuisine, n'a pas les moyens de reconstruire. Et au bout de 3-4 ans d'échanges, de réflexion, il décide de s'engager dans cette aventure. L'aventure va se développer rapidement. Puisque en 23 ans, maintenant, de vie, 22-23 ans, aujourd'hui, les 16 villes sont 16 villes solidaires qui représentent 470 000 habitants en région parisienne. La démarche, il y a 2 cuisines centrales, donc Bobigny et Ivry, et la démarche, c'est de se dire on coopère. Première valeur, la coopération. Et donc, on met en commun des moyens, des ressources, on mutualise. Pour vous donner rapidement les faits, en 2015, le coût de gestion du repas scolaire, fabriqué, livré avec le pain, je vais rajouter bio tous les jours, pour les 38 000 convives, est de 3,15 €, c'est-à-dire qu'il a rattrapé le coût unitaire de gestion qu'il était en 1994. Donc l'effet de la mutualisation, vous voyez bien, un coût qui a baissé, puis qui a regrimpé progressivement. Donc l'effet économique est perceptible. Alors, évidemment, comme il y a une formule qu'on connaît bien tous, hein, il n'y a pas que la soupe qui fait grandir, même si ça y contribue pour répondre aux besoins organiques, hein, effectivement, très vite, la question se pose de penser la restauration collective, pas seulement en termes de gestion de moyens, mais en termes d'une mission de restauration et d'une mission de service public. Et donc, le syndicat vit avec une certaine satisfaction arriver enfin en 2010 une définition de la politique publique de l'alimentation. Dans ce pays, on n'avait pas de définition législative jusqu'à la loi de juillet 2010. Et puis, il y a eu des débats, parce qu'il y a des enjeux, comme dans le monde agricole. Évidemment, les 40 autres pourcents qui ne sont pas en régie, ils sont concédés à des grands opérateurs. On ne va pas les citer, mais vous les avez tous en tête. Et ces grands opérateurs avaient organisé une belle action de lobbying pour faire pression sur nos législateurs pour qu'on durcisse les normes.
Ça a été le débat de 2011. Faut-il des normes, enfin les normes, renforcer les normes? Le fameux débat, alors c'est un peu compliqué, sur ce qu'on appelle dans notre jargon le fameux GER-RCM, qui est un document de référence, un catalogue de recommandations tout à fait intéressant, mais effectivement, vous rajoutez de la norme et du coup, vous captez des parts de marché. Ça, c'est une réalité. Hein. Or, la démonstration du syndicat du CIRESCO, qui a la particularité, je le dis, de regrouper autant de communes. Il y a une 60aine de syndicats en France dans ce domaine. En général, c'est 2, 3, 4, 5 communes, pas plus. Pour vous aussi donner, en région parisienne, les syndicats intercommunaux de restauration en régie mutualisée servent 1/10 des repas de toute l'Île-de-France. Donc ça, voilà. Je dis ça parce que ça veut dire que dans la réflexion et les échanges que nous avons avec les fournisseurs, ça change un peu la donne dans les débats, notamment en matière de commande publique, y compris quand on avance des idées de coordonner, de grouper la commande publique, évidemment. Donc, un contenu, une réflexion, une conception de la restauration qui, évidemment, part du besoin, je dirais, de l'histoire de la restauration scolaire, dont il ne faut jamais oublier que la restauration scolaire s'est développée en parallèle au développement de l'école laïque publique et obligatoire pour assurer la continuité de la journée scolaire. Et déjà, faisons ça. Donc il y a besoin de satisfaction, je dirais, d'un élément organique qui est la nourriture. Effectivement, on prend 3 repas par jour, ce qui fait 21 dans la semaine, et les normes nous obligent d'être effectivement à l'équilibre nutritionnel seulement pour au mieux 5 repas. C'est-à-dire que là aussi, il y a un paradoxe. On vous demande de gérer un équilibre nutritionnel sur 5 repas alors que vous en consommez 21. On ne sait pas ce qui se passe dans les familles. Enfin si, on sait à peu près. Mais, voyez. Donc, et tout ça, il faut le tenir. Évidemment, il y a un contenu éducatif, parce qu'il y a un contenu de santé dans l'alimentation. Il y a un contenu culturel, savoir manger. Et je citerai que Lévi-Strauss, qui dit que pour qu'une nourriture soit bonne, il faut qu'elle soit bonne à manger et bonne à penser. Et puis, il y a une dimension de citoyenneté, c'est-à-dire de partage. Le repas n'est pas que... Manger seul, on se nourrit, on s'alimente. Manger à plusieurs, on fait repas. On est dans la convivialité. Ce n'est pas la même chose. Et du coup, faire convivialité, faire repas, c'est travailler la culture de paix. Vivre ensemble, être en commun, se respecter. Se respecter, vivre en commun, c'est tout le débat autour de comment manger ensemble. Que peut faire le service public pour manger ensemble? C'était le débat sur la laïcité, je vous en dirai un mot sans doute plus tard. C'est effectivement un process de fabrication, puisqu'on est en liaison réfrigérée et différée. Donc une technique particulière, maîtrisée, mais une technique qui bute sur une difficulté. C'est l'absence de formation professionnelle dans le métier de la restauration collective. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, et puis notre syndicat, c'est aussi un modèle de gestion, puisque depuis le départ, notre enjeu quotidien, c'est le syndicat qui s'engage sur les effectifs de repas à livrer. C'est-à-dire qu'on calcule les effectifs pour le compte des villes. Alors il y a des outils, il y a une pratique, il y a un savoir-faire, il y a du dialogue, des relations, bien évidemment. On ne le fait pas dans la boule de cristal. Mais surtout, on prend le risque sur le financement, puisque les communes contribuent financièrement au fonctionnement du syndicat sur la base uniquement des repas consommés. C'est-à-dire que si je prévois 100, je fais en sorte qu'on en consomme 100. En 2014, l'écart entre ces deux niveaux a été de 0,43% pour les 16 villes,
ça veut dire moins d'un demi-repas par jour pour 100 gamins. Ça tourne. L'explication, elle est l'ancienneté, la pratique, la compétence. On a évoqué tout ça, on l'a déjà entendu ce matin. Je pense aussi l'élément que la structure syndicale étant sur une assiette intercommunale large, et il n'y a pas de mauvais jeu de mots, hein, en l'occurrence, effectivement, ça nous aide aussi. C'est un calcul mathématique. Donc, voilà, notre enjeu, c'est effectivement de servir 38 000 repas, de livrer 206 points de restauration, d'office, pardon, ce qui fait 260 restaurants, salle à manger. Voilà. Et alors, évidemment, je vais venir un peu au cœur du... Quand même, pourquoi être ici ce matin? Ouais, 2-3 minutes. Pourquoi être ici ce matin? En 2008, il y a eu le Grenelle de l'environnement et tout le monde a été gonflé à bloc sur il faut introduire du bio, du bio, du bio, du bio. Ça n'a pas loupé, ça s'est passé comme on l'imaginait. En 2009, les élus sont venus en disant voilà, il faut mettre du bio, il faut mettre du bio. Il n'y a qu'à Faucon. Tout en disant d'ailleurs, on ne sait pas quoi dire aux parents, aux familles. On ne sait pas de quoi on parle. Et donc, on a effectivement pris le temps de réfléchir et ça a débouché sur une première rencontre de la restauration collective dont nous avons été à l'initiative en juin 2010 et qui nous a permis, au bout de 2 ans de travail, de réflexion, d'échange, de construction, aussi autre mot qu'on a entendu ce matin, en fait, de préciser ce qu'on a appelé notre démarche de la terre à l'assiette, de nouvelles idées à faire germer, de nouvelles pratiques à cultiver. Et depuis, nous essayons de travailler cette approche. Alors, comment nous l'avons fait? Tout d'abord, quand l'État a dit qu'il faut faire 20%, tout le monde a dit qu'il faut faire 20%. L'instinct, hein, le mimétisme extraordinaire. Nous, on a fait remarquer que non, il y avait un principe, c'est que l'État s'engageait pour lui et qu'il n'engageait pas les collectivités locales. Ce qui est vrai. D'ailleurs, il s'est engagé, et l'année dernière, dans sa grande sagesse, il a dit 20%, ce sera en 2017. Peut-être. On a discuté le contenu. Qu'est-ce que ça veut dire? On a interrogé aussi les possibles. Et on a décidé d'aller d'abord rencontrer et de découvrir le monde agricole, ce qui est pour des gens de la région parisienne une démarche un peu surprenante. Parce que l'histoire de Paris, c'est plus Paris s'est agrandi et plus son agriculture s'est éloignée et encore plus l'élevage. C'est ça l'histoire de Paris. Et donc, ces Parisiens qui savent tout, c'est bien connu, qui décident de beaucoup de choses, là, timidement, ils se disent peut-être faut aller voir. Et donc, on a sollicité un certain nombre de gens, comme ça, des rencontres improbables qu'on a pu faire, et on les a rassemblés, nous ont accompagnés. Et en définitive, on a, je dirais, et je vais quand même essayer de le placer, si vous me permettez, quelle a été notre stratégie en définitive? Notre stratégie, ça a été de dire, si on veut développer l'introduction de denrées issues de l'agriculture respectueuse des hommes et de la nature, c'est cette formule que nous avons retenue, nous allons le faire par famille de produits. Et on va commencer par le plus facile. Parce que notre démarche, c'était de réussir. Souvent, on dit on va faire une expérience et on prend le truc le plus dur et on rentre dans le mur et on dit ah c'est difficile donc on arrête. Nombre d'expériences dont on ne tire jamais les conclusions, c'est bien connu. L'histoire des rythmes scolaires est un bel exemple dans le monde. Hein. Les expériences sur les rythmes scolaires, ça fait 50 ans qu'on en parlait et on a vu comment on a atterri. Donc, on a commencé par le pain. Et on a commencé par le pain pour plusieurs raisons. D'abord parce que le GAB Île-de-France que nous avons rencontré nous a dit, vous savez, vous avez des boulangers certifiés, labellisés. Et il y en a chez vous. Il y en a un à Ivry. Ah bon, on ne connaissait pas. Et puis très vite, on s'est dit, ah oui, mais ça serait bien, on va rencontrer les meuniers. On a rencontré les meuniers, puis on a rencontré les céréaliers. Et on a découvert que 75% des farines du pain que nous livrons, en fait, depuis 3 ans, au quotidien, viennent de l'Île-de-France. Les 25 autres viennent de la Normandie, de la région centre, selon les moments. Donc, ça, premier exemple, avancer pas à pas. Et en fait, qu'est-ce qu'on a reproduit? C'est notre principe de la marche en avant en cuisine. C'est-à-dire qu'on consolide. Une fois qu'on a consolidé, on fait un autre pas et on avance.
On a travaillé beaucoup les notions de proximité. Et ça, c'est difficile parce que, évidemment, tout le monde nous disait il faut faire du circuit court, il faut faire de la proximité. Alors moi, j'ai regardé par la fenêtre de nos mairies et je n'ai pas vu de champs cultivés. Donc je me suis dit, ça veut dire quoi? Et du coup, on a expliqué aux gens que proximité, ça ne voulait pas dire aux portes, tout de suite, là, derrière la maison. C'était la distance la plus courte entre le lieu de production et le lieu de consommation. Ça a permis aussi de faire bouger des lignes. On a aussi, je dirais, décidé de construire des relations partenariales. Et on l'a fait avec les autres syndicats de restauration, avec des villes qui ont mais on l'a aussi fait avec nos fournisseurs. On l'a fait avec des organismes comme le GAB Île-de-France, qui nous ont fait rencontrer la Fédération nationale de l'agriculture biologique. On aurait pu en rencontrer d'autres. C'est eux qu'on a rencontrés. Et du coup, on a convenu qu'on allait travailler chacun sur notre versant. Eux, leur versant agricole, et nous, le versant de la restauration collective. Et qu'il ne s'agissait pas pour nous d'acheter et eux de vendre, mais qu'il s'agissait de travailler les logiques des uns et des autres, les contraintes des uns et des autres, et de voir comment on pouvait articuler tout ça. Et très très vite, on s'est aperçu que la question de la commercialisation était une vraie question, qui n'est pas simple, qui n'est pas réglée, et à mon avis qui mettra du temps. Puis en plus, quand j'entends ce que j'entends ce matin, je me dis que c'est pas... Hein, voilà. On a aussi mis l'accent sur la nécessité de développer les actions de formation. Je pense que j'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà, donc on est... Si dans vous les pouvez échanges. terminer, oui. Je termine. Donc en fait, je dirais que la grande conclusion à laquelle nous sommes arrivés, c'est qu'il nous fallait construire des coopérations nouvelles, sortir de notre institution, si je peux le dire comme ça, et en fait rencontrer et travailler avec des gens, avec plein de gens, dans toutes les directions, que ce soit dans le monde agricole, mais dans le monde de la fonction publique territoriale, la formation, etc., etc. Voilà. Et aujourd'hui, on engage, d'ailleurs, cet après-midi, je vous le dis, on a une réunion de travail avec Restocco et la Fondation Nicolas Hulot qui s'engagent sur des sites pilotes pour travailler la question de la restauration responsable et particulièrement de la réduction des gâchis alimentaires. Voilà. Merci beaucoup.